Bon, qu'on se le dise tout de suite, j'avais pas envie de faire cette vidéo. C'est un sujet pas facile à traiter, j'ai d'autres choses à faire, et je suis pas super fan de faire des vues sur une guerre. Pendant que des milliers de personnes meurent dans les bombardements et que des centaines de milliers perdent leur foyer, je serais là à expliquer pourquoi les relations internationales, en fait, c'est super simple. Alors que non, juste non. Du coup, à part condamner l'agression de l'Ukraine par la Russie et relayer les copains-copines qui auraient des choses pertinentes à expliquer sur le contexte de ce conflit, je vois pas ce que je pourrais faire de plus sur ma plateforme. Et en fait, si, il y a bien un domaine où je touche quelques billes, c'est les théories du complot. Et il se trouve que depuis quelques jours, celles et ceux qui traînent dans les milieux conspi ont pu remarquer une certaine complaisance vis-à-vis de Poutine dans ces milieux, voire carrément du soutien. Vous me direz, il y a des liens assez forts entre conspirationnisme et extrême droite, et comme l'a rappelé un article récent de Street Press, l'extrême droite française est plutôt fan de Poutine. Une tendance qui se retrouve d'ailleurs sur YouTube, où les influenceurs d'extrême droite passent beaucoup de temps à lécher les bottes de Poutine. Mais ces liens entre le régime russe et les complotistes dépassent les simples connivences. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'il s'agit d'une véritable stratégie complotiste que le Kremlin a mis en place depuis une vingtaine d'années. Il existe en Russie une culture de la conspiration bien spécifique, que Vladimir Poutine a su s'approprier pour légitimer son pouvoir. Si l'accusation de théorie du complot sert souvent à délégitimer la contestation sociale et politique, l'accusation de complot peut être mobilisée de la même manière. Le média public russe Russia Today est un peu l'aboutissement de cette stratégie. Pour comprendre tout ça, je vous propose de reprendre étape par étape. Bon, déjà quand je parle de culture de la conspiration en Russie, il ne s'agit pas de dire que la culture russe serait intrinsèquement complotiste, ou plus complotiste que la moyenne, mais qu'il existe en Russie un certain nombre d'acteurs qui voient les complots comme une manière d'expliquer le monde et d'agir politiquement. Il en va de même dans chaque pays. En Russie, cette culture s'appuie principalement sur une chose, la chute de l'URSS en 1991. Cette dernière est causée par un ensemble de causes plutôt difficiles à résumer en quelques mots. On pourra citer entre autres l'essoufflement de l'économie, la libéralisation contradictoire du régime, ou encore le poids croissant de la course à l'armement. Toujours est-il que cet événement est un véritable traumatisme pour la population russe, synonyme d'une perte de grandeur de l'État. À cela s'ajoutent les réformes économiques menées par le gouvernement russe dans les années 90, qui provoqueront une explosion du chômage et de la pauvreté. Tout ça sur fond de montée de la criminalité et de guerre civile. La population russe se sera rarement sentie aussi perdue et dans le mal. Cette période de crise constitue un élément central de la culture de la conspiration russe, qui sera interprété comme étant le résultat d'un complot américain. Et on va dire que c'est pas totalement vrai, mais pas totalement faux non plus. Comme on l'a vu, la chute de l'URSS tient davantage à des causes structurelles qu'à un complot. Mais les États-Unis étaient quand même le grand rival de l'URSS, et ils ont fait tout leur possible pour gagner la guerre froide. Leur premier réflexe à sa chute sera de s'imposer comme seule superpuissance sur la scène internationale, intervenant coup sur coup en Irak et dans les Balkans. Dans le même temps, les économistes du Fonds monétaire international participent à la mise en place des réformes qui mèneront l'économie russe à la catastrophe. Est-ce à dire qu'il y aura un complot ? Pas vraiment. On assiste tout simplement à l'échec des thèses économiques promues par le FMI, qui avait déjà été appliqué aux États-Unis par le président Ronald Reagan dans les années 80. Mais dans ce contexte, le Kremlin de Boris Eltsine n'en sera pas moins considéré par de nombreux Russes comme un agent américain dont le but serait de détruire la population et de céder les richesses et grandeurs du pays aux États-Unis. Cette suspicion aboutira en 1999 à une tentative de destituer le président russe. Si la procédure se solde finalement par un échec, l'usage par l'opposition de théories du complot causera une véritable panique parmi les élites du Kremlin. Parmi les protégés d'Eltsine se trouve un certain Vladimir Poutine, et croyez bien qu'il a retenu la leçon. On trouve dans la culture de la conspiration russe l'idée selon laquelle une petite élite aux commandes du gouvernement américain chercherait à répandre un agenda libéral progressiste partout dans le monde. En réalité, l'usage qui est fait par le gouvernement américain d'un tel agenda est souvent opportuniste, et répond d'abord à la meilleure manière de défendre ses intérêts à l'étranger. Par exemple, les États-Unis ont imposé des sanctions au Zimbabwe au nom de la défense des droits de l'homme, mais continuent de vendre des armes qui seront utilisées pour massacrer des civils à leurs alliés saoudiens. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec cette théorie du complot, c'est qu'il s'agit en réalité d'une adaptation russe d'une théorie du complot américaine, celle du New World Order. Cette thèse nous vient des milieux intégristes chrétiens américains, et insiste sur le rôle central des États-Unis dans un grand combat du bien contre le mal. Pendant la guerre froide, c'est bien évidemment l'URSS qui était perçue comme l'avatar de Satan. Et à sa chute, il a bien fallu situer l'origine du mal quelque part, d'où l'idée qu'une petite élite conspirerait au sommet.
Cette thèse a par la suite été récupérée par l'auteur conspirationniste et néofasciste Alexander Dugin, qui a quant à lui donné le bon rôle à la Russie et le mauvais rôle aux États-Unis. Il revenait ainsi à la Russie de résister face aux assauts de ce qu'il appelle le mondialisme contre les principes moraux de la famille traditionnelle, de la religion et de la grandeur russe. Cette théorie du complot a souvent pris des accents antisémites, dans la mesure où elle associait les juifs à cette petite élite qui chercherait soi-disant à abattre la Russie. Ce qu'il y a de particulier avec cette théorie du complot, c'est qu'elle a très vite échappé des mains de Dugin, qui n'en avait ainsi plus le monopole. Et il se trouve qu'après avoir été la cible de la culture de la conspiration russe dans les années 90, le Kremlin en a fait au cours de la décennie suivante l'un des instruments au service de son pouvoir. Le tournant autoritaire du régime de Poutine auquel on a pu assister dans les années 2000 repose en bonne partie sur la notion de démocratie souveraine. Il s'agit d'une vision du monde qui assigne aux nations, aux religions et aux cultures des identités essentielles et indépassables. La démocratie, l'homosexualité ou encore l'athéisme seraient selon Poutine associés à l'Occident et n'auraient pas leur place dans la sphère d'influence russe. Les conflits sont rendus moraux, ontologiques et perpétuels. Il reviendrait à la Russie de résister aux tentatives américaines de s'imposer au monde car ce serait sa mission. Or, chaque événement défavorable au Kremlin est interprété comme un complot du rival américain. On retrouve dans cette vision du monde un certain nombre d'éléments issus de la théorie du complot du New World Order, comme l'idée selon laquelle une petite élite libérale progressiste serait aux commandes du gouvernement américain et chercherait à détruire la Russie. Il s'agit finalement de l'armement idéologique d'un impérialisme contre un autre. Pour légitimer cette vision du monde, Poutine a largement puisé dans l'influence de l'Église orthodoxe et dans la culture de la conspiration russe. En retour, le conspirationnisme s'est vu offert une place de choix dans le paysage politique russe, devenant une lecture officielle des événements. On soupçonne même Alexander Dugin d'être devenu l'un des conseillers informels de Vladimir Poutine, tant les ressemblances entre ses thèses et la politique russe depuis une quinzaine d'années est frappante. À partir de 2004, les théories du complot anti-occidentales sont ainsi devenues un élément central de la politique de Vladimir Poutine. Les opposants au régime, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, ont commencé à être dénoncés comme des comploteurs ayant pour but la destruction du pays. Les révolutions de couleur survenues en Ukraine, en Géorgie et au Kirghizistan ont été pointées du doigt par le Kremlin comme des ingérences américaines ayant pour but de déstabiliser la Russie. Mais si les États-Unis ont bien joué un rôle dans ces événements, la Russie aussi, ainsi que tous les Ukrainiens, Géorgiens et Kirghizes aspirant à un changement de régime. La lecture complotiste des révolutions de couleur a servi de prétexte à une première vague de répression qui a frappé les oppositions libérales et nationalistes russes au cours des années 2000. En 2011, ça a été au tour des manifestations massives dénonçant le trucage des élections législatives d'être discréditées par le pouvoir russe, sous prétexte que les manifestants étaient à la solde de l'Occident. Puis en 2014, quiconque s'opposait à l'annexion de la Crimée par la Russie était accusé d'être un traître à la patrie. L'accusation de participer à un complot représente un outil rhétorique particulièrement précieux pour le régime de Poutine, mais il s'agit aussi et surtout d'un outil de délégitimation de la contestation et de légitimation des politiques du Kremlin, notamment en matière de répression. Une fois qu'une partie conséquente de la population est convaincue que celles et ceux qui critiquent Poutine sont des traîtres à la patrie, il devient dangereux pour les opposants au régime de s'exprimer dans des lieux publics. Et c'est aussi vrai sur Internet, où les partisans du Kremlin ont créé un climat de suspicion et de violence qui rend l'expression d'une opposition très difficile. Les intellectuels et médias à la solde du régime sont les principaux disséminateurs de ces théories du complot. Et pour comprendre les mécaniques à l'œuvre derrière cette propagande, je vous propose de nous attarder sur le plus connu d'entre eux, Russia Today. Pour la présenter rapidement, Russia Today est une chaîne télé d'infos en continu internationale pilotée par l'État russe, lancée officiellement en 2005. Elle diffuse en allemand, en anglais, en arabe, en espagnol et en français, et je devrais peut-être dire diffusée pour certaines de ces langues, vu qu'elle a été interdite dans l'Union européenne à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Cette chaîne est à comprendre comme l'équivalent russe de la BBC, Al Jazeera ou CNN. Un moyen pour la Russie de se faire connaître d'un public étranger et d'augmenter son attrait. Mais il se trouve que Russia Today n'est pas n'importe quelle chaîne de diffusion internationale. Elle joue un rôle central dans la propagande du Kremlin. D'abord créée pour promouvoir la culture russe, la chaîne s'est finalement vue confier la mission de démontrer émission après émission que les États-Unis représenteraient une menace pour la paix dans le monde, et que la Russie serait la seule puissance à même de lui résister. Le Kremlin en deviendrait ainsi le porte-parole des sans-voix.
le champion autoproclamé de tous les pays du tiers-monde exclus de la table des gagnants de la mondialisation. Ce qui est quand même une énorme blague, mais passons. L'objectif affiché de la chaîne est de contrebalancer ce qu'elle dénonce comme étant un monopole de l'Occident sur l'information, de manière à mettre en lumière les thèses négligées par les chaînes d'info mainstream. L'idée sous-jacente est que les médias occidentaux cacheraient délibérément des infos cruciales que Russia Today se donne pour mission de révéler au grand jour. Elle se positionne comme une lanceuse d'alerte. Pour ça, elle fait appel à des intervenants divers et variés, de droite comme de gauche, réunis par leur opposition aux États-Unis. Une part conséquente des programmes de la chaîne consiste à dénoncer les complots du gouvernement américain, qu'ils soient fantasmés ou réels, de manière à éroder l'image des États-Unis. On nous expliquait ainsi coup sur coup sur RT America que les attentats du 11 septembre 2001 auraient été un complot de la Maison Blanche, ce qui est faux, puis que les États-Unis auraient pris part à un trafic d'armes avec l'Iran dans les années 80 en vue de financer un coup d'état militaire au Nicaragua, ce qui est vrai. On est un peu face à une horloge cassée dont le souci ne serait pas tant de donner l'heure, mais de toujours pointer dans la même direction. L'objectif de la chaîne est d'encourager le spectateur à se demander s'il n'y aurait pas un complot américain à l'œuvre la prochaine fois qu'il sera confronté à un événement étrange. D'ailleurs, fait amusant, un journaliste du site Medusa s'était amusé il y a quelques mois à relever les différences de traitement de la crise du Covid-19 entre les éditions russes et britanniques de Russia Today. En même temps que l'édition russe s'attaque aux antivax et promeut la vaccination, l'édition britannique s'attaque à la vaccination et promeut les antivax. Les autres émissions de la chaîne se concentrent plutôt sur la mise en avant de la perspective russe, sur la scène mondiale. Les politiques du Kremlin sont représentés comme produisant un équilibre dans les relations internationales, et les désaccords qui l'opposent aux États-Unis apparaissent comme justifiés. Et pour celles et ceux qui seraient tentés d'accuser Russia Today d'être une vulgaire machine à propagande, on vous répondra que la chaîne ne fait que proposer une vision alternative. En bref, c'était un aperçu de la stratégie complotiste de Vladimir Poutine. On a pu voir que loin de subir la culture de la conspiration de son pays, le dirigeant russe s'en était au contraire emparé afin d'en faire l'un de ses plus précieux outils de propagande. Sous le régime de Poutine, le conspirationnisme sert à légitimer sa vision du monde, qu'on appelle parfois démocratie souveraine. Il s'agit du socle idéologique de l'impérialisme russe, diffusé par les intellectuels et médias à la solde du Kremlin, parmi lesquels Russia Today. Un problème qu'il me semble important de soulever est que comprendre ce socle idéologique ne nous dit pas quelles leçons pratiques il faut en tirer. Par exemple, j'ai l'impression que toute puissance souhaitant traiter avec la Russie devra prendre en compte une partie au moins des raisons que cette dernière se donne pour légitimer son action, ce qui l'amènera à retranscrire certains éléments de langage du Kremlin. L'alternative étant de rentrer dans un rapport de force pouvant mener à l'escalade. Mais comme je vous l'ai dit, je suis pas un expert en relations internationales, donc prenez ça avec des pincettes. On aurait aussi pu revenir sur le socle idéologique de l'impérialisme américain, qui porte sa part de responsabilité dans le conflit que nous traversons actuellement, et qui dispose lui aussi d'un attirail rhétorique ayant pour but de légitimer sa politique étrangère. Mais ça sera pour une autre fois. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À plus!